nous allons enchaîner. Donc, je ne suis pas Martine Ollier, qui est l'animatrice de cette table ronde et qui va nous rejoindre dans quelques minutes pour reprendre le fil. Et en attendant, je commence par vous présenter nos intervenants que nous sommes ravis d'avoir, même si du coup, à cause de ce remplacement, ça nous fait une table ronde non paritaire, et je le regrette parce que nous faisons en permanence des efforts sur ce sujet. Donc Jean-Philippe Dubois-Clément, qui est le maire de Mennecy, mais qui est surtout le vice-président chargé des questions d'écologie à la région Île-de-France, qui est très très mobilisé, comme il aura l'occasion de nous le dire sur le sujet. Je vous présente également Aurélien Septon, qui est l'un des porte-voix au sein de notre famille politique de cette sensibilité écologiste. Il a fait entendre avec force dans nos bureaux nationaux. Et Aurélien est le président du groupe UDI à la région Nouvelle-Aquitaine. Puis Alexis Quentin, qui est ingénieur et spécialiste de grand nombre de sujets de climat et également de questions d'hydrogène, mais je ne déflore pas les sujets que nous pourrons aborder ensemble. Et Christelle Favetta, CIS, qui va nous rejoindre également dans quelques instants. Du coup, ce que je propose de donner dans un premier temps la parole à Aurélien. Pardonnez-moi si ce n'était pas le fil que vous aviez prévu entre vous, mais je le fais un peu au fil de l'eau. Aurélien, je le disais, tu incarnes une sensibilité écologique assez forte au sein de notre famille. On a l'habitude, de nous, à l'UDI, de renvoyer dos à dos les écologistes les plus chevronnés d'Europe Écologie Les Verts d'une part, et je vois Martine, et je me réjouis de pouvoir lui transmettre le flambeau, parce que j'étais sans filet. Donc, sans transition, Martine, je me tais. Bonjour à tous. Alors, est-ce que Christelle est parmi nous aussi? Est-ce que Christelle Favetta est branchée? Puisque c'est une de nos intervenantes. Encore branchée. Très bien. Également un problème technique. Et ce que je te propose, c'est de reprendre comme tu avais prévu de le faire, mais du coup, en ne commençant pas par Christelle, mais peut-être par Aurélien, que j'avais commencé à présenter. Voilà. D'accord, alors moi je vais refaire une petite introduction. Donc pourquoi parler d'écologie à l'UDI? Alors premièrement parce que c'est dans notre ADN. La deuxième chose, c'est que la prise de conscience écologique est devenue une nécessité. Je vous donne juste un exemple. On a souffert du Covid. Les causes de comorbidité sont toutes des maladies de civilisation, c'est-à-dire causées par l'activité humaine, qu'elle soit industrielle ou agricole. C'est un constat qu'on vient de faire en fait depuis cette année et depuis cette pandémie. D'autre part, pourquoi parler d'écologie à l'UDI aussi? Parce que nous sommes un parti qui agit. Je vous rappelle que Jean-Christophe Lagarde a été le député qui a fait interdire le bisphénol dans les biberons. Donc, il n'a pas interdit les biberons, il a juste participé à interdire et à empêcher l'intoxication de nos jeunes enfants qui sont les plus vulnérables, je vous le rappelle, aux perturbateurs endocriniens. Donc, nous avons toute légitimité à parler de ce sujet, d'autant plus que à l'époque où l'UDI a été créée, c'est vrai qu'il y avait déjà à peu près deux courants qui s'affrontaient. Qui étaient d'un côté, je les appelle les écolopithèques, hein, qui sont des personnes qui pensent que l'écologie est quelque chose qui doit être décroissant, qui doit être quelque chose d'assez négatif, voire de punitif dans les taxes, et qui forcément ne peut pas susciter beaucoup d'adhésion de nos concitoyens. Nos concitoyens, ils ont besoin qu'on leur parle de choses qui sont proches dans leur quotidien. C'est pour ça que l'écologie doit être déclinée aussi dans tous les territoires, dans toutes les collectivités publiques. Il y a des mesures à prendre, des mesures simples, et on n'a pas besoin d'être le président du monde pour pouvoir faire quelque chose pour la planète, pour notre environnement. Et en préservant notre environnement, il faut bien être conscient qu'on préserve la santé, notre santé à tous. Voilà, donc je vais commencer avec Aurélien.
qui est l'ancien président des jeunes de l'UDI, qui est élu actuellement en région Nouvelle-Aquitaine, conseiller régional, et qui est aussi qui préside le groupe UDI et Territoire. Ce qui est particulier avec Aurélien, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui est très investi dans les causes environnementales. C'est un jeune papa, mais aussi un jeune fondateur d'entreprise, et son entreprise fait partie donc du réseau des entrepreneurs qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires à des associations d'intérêt général pour le climat. Voilà. Donc la première question que je voulais te poser, Aurélien, c'était au sujet du GIEC, que 195 États le composent, donc chargés de l'évaluation du changement climatique. Et je voulais savoir quelle était ton interprétation des constatations du dernier rapport d'octobre 2020. Merci beaucoup, Martine. Je pense que ça fonctionne. Merci beaucoup, Martine. Bonjour à tous. Alors, tu as signalé quelque chose qui est très important, c'est que je suis un jeune papa et je suis vraiment navré de te dire ça, Martine, mais je vais devoir partir dans un tunnel de 3 minutes d'intervention parce que je dois aller les rejoindre. Apparemment, il y a un problème à la maison. Donc, vraiment désolé pour ça. Tu vas me poser, donc, si j'ai bien compris, 3 questions. La question sur le GIEC, ensuite sur la loi climat. Je me permets de synthétiser, Martine. Savoir si la réponse était suffisante et puis après, voilà, quelle était pour toi la légitimité de l'UDI comme ambassadeur de l'écologie plutôt que les partis de gauche. Voilà. Alors, de la façon la plus synthétique possible sur le rapport du GIEC. Le rapport du GIEC, je le rappelle, mais tout le monde le sait, le GIEC est un groupe de scientifiques, pour vulgariser, qui existe depuis les années 80, qui représente et qui réunit les plus grands scientifiques du monde, qui sont agrégés, et on agrège une somme de 6 000, 7 000 articles scientifiques qui expliquent le dérèglement climatique. Donc c'est très important de partir de ce principe. Et la question essentielle, déjà, avant tout débat, c'est est-ce qu'on croit ce rapport du GIEC? Est-ce qu'on trouve que ce GIEC est légitime? Et si on part de cette base, est-ce qu'on écoute ce qu'ils disent? C'est essentiel parce que souvent sur les questions climatiques, et comme dans d'autres sujets, ça peut être un peu le café du commerce, tout le monde a une opinion. Si on part du principe que le changement climatique n'est pas une opinion, mais est un fait scientifique, il faut alors en tirer les conséquences. Et donc, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas dogmatique, c'est si on croit au rapport du GIEC, il faut en croire aussi ses conclusions. De la même façon que pendant la crise sanitaire, je ne suis pas médecin, je crois que tu ne l'es pas, j'ai écouté ce que me disaient les médecins et la médecine et j'appliquais leurs préconisations. Ça serait intéressant qu'on ait le même réflexe avec les scientifiques du GIEC, les scientifiques sur le climat, et d'intégrer ce qu'ils nous disent et d'en tirer les conséquences. Donc, dans leur modélisation, ils nous disent, pour encore une fois synthétiser les choses très rapidement, ils nous disent que le climat tel que nous le connaissons va grimper selon des modélisations de plus 1,5 ou 2, voire 3 degrés en 2100. Et la conséquence de cette augmentation du climat, c'est ce qu'on sait tous, des vagues de chaleur tropicale, des submersions marines, une pénurie d'eau, des zones entières de notre planète qui vont être en stress hydrique et donc qui va provoquer inévitablement des migrations climatiques. Et donc, si nous sommes d'accord sur ce constat, il n'y a pas de débat à savoir si nous devons prendre des mesures ou pas. Et ça, c'est essentiel. Et il y a quelque chose, j'en ai parlé avec Jean-Christophe Lagarde notamment, mais je suis assez interloqué sur le fait que beaucoup de politiques parlent de climat et peu de politiques ont lu ce rapport du GIEC. Et une des recommandations ou une des propositions qu'on pourrait faire, c'est d'instaurer l'obligation pour chaque élu en début de mandat d'avoir lu ce rapport aux décideurs. Et vous savez qu'il y a une synthèse qui s'appelle le RID, le rapport à l'intention des décideurs. Et il serait intéressant que chaque élu, avant de parler d'écologie, puisse s'informer sur ce sujet-là. Donc, le rapport du GIEC qui nous dit, en gros, qu'il faut bien avoir conscience que même si on respecte les accords de Paris, qui sont déjà assez contraignants, on n'arrivera pas à l'objectif qui est de rester à un climat acceptable pour vivre, pour nos enfants, pour nous. Bon.
Donc ça, il faut l'avoir en tête. C'est pas être catastrophiste, c'est scientifique, et je pense que les intervenants après moi pourront compléter là-dessus. Et le rapport du GIEC, encore une fois, pour résumer, il dit qu'on peut faire quelque chose, mais notre action tient sur 2 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est le progrès, l'innovation, c'est les énergies renouvelables, c'est des énergies propres, c'est des puits de carbone, enfin, toutes ces solutions qu'on peut connaître pour diminuer les gaz à effet de serre. Mais il y a un deuxième pilier qui est plus difficile à faire accepter, mais qui est essentiel. C'est aussi de voir comment on peut changer. Alors, certains parlent de changement de paradigme, de changement systémique. Comment on accepte que notre train de vie n'est plus acceptable, n'est plus possible avec les ressources naturelles que nous avons actuellement. Et donc, ça peut emporter toutes sortes de conséquences, mais on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas se voiler la face. Il y a aussi un gros travail à faire sur la sobriété. La sobriété, c'est pas forcément une punition. La sobriété, c'est de voir comment on peut vivre avec les ressources que nous avons actuellement. Donc, il faut bien intégrer, selon moi, et pas selon moi, selon le GIEC, que notre politique écologique doit tenir sur 2 piliers, le progrès, l'innovation et les mesures concrètes qu'on peut faire, mais aussi revoir sans doute notre façon de consommer et de vivre tout simplement. Sur la loi climat, très rapidement, la loi climat, est-ce qu'elle est allée à la hauteur des enjeux? Clairement, la loi climat, si on prend le rapport du GIEC, ne va pas assez loin. Mais le problème après, c'est qu'est-ce qui est acceptable ou pas pour la population, pour nous, pour notre confort de vie. Je prends quelques exemples où en fait, très clairement, ça ne va pas dans la direction du rapport du GIEC sur la question de l'artificialisation des sols, où finalement, on a été moins loin que ce qui était envisagé. Quelque chose de très pratique sur la consigne pour réemploi qui finalement n'est pas obligatoire. Et puis après, vous avez eu quelques sujets totems sur les questions de l'incitation à la consommation, de la publicité, notamment sur les SUV. Ça peut paraître cosmétique, mais en tout cas, sans jeter la pierre à qui que ce soit, on ne peut pas considérer que la loi climat soit à la hauteur des enjeux, ou en tout cas à la hauteur de ce que nous dit le GIEC. Et pour conclure, parce que je suis désolé, comme je te le disais, Martine, je vais devoir vous laisser très rapidement. Est-ce que les Verts, finalement, sont les mieux placés pour parler d'écologie? Il faut leur rendre hommage sur un point. Ils ont été des lanceurs d'alerte, les premiers. On ne peut pas leur reprocher ça. En tout cas, les Verts, peut-être pas en tant que parti politique, mais les premiers écologistes ont été des lanceurs d'alerte. Maintenant, il convient pour tout le monde de dire qu'il y a un problème avec le climat et que chacun prend à bras-le-corps ce sujet. Là où je pense que l'UDI a une vraie carte à jouer et a une vraie responsabilité, c'est que l'UDI, en tant qu'héritier de la famille centriste, est le parti de la responsabilité. Et un de nos préceptes, un de nos piliers dans la famille centriste, c'est de considérer qu'on ne peut pas vivre de la dette. Alors, je parle de la dette financière. On en a beaucoup parlé, considérant qu'il n'est pas acceptable, il n'est pas souhaitable, il n'est pas raisonnable de vivre sur la tête de nos enfants, le confort du présent, en empiétant sur eux, leur avenir, et donc leur laisser une dette colossale. Pour le climat, c'est pareil. Soyons lucides, le confort actuel, ce qu'on considère être le confort, il est relatif, il est subjectif. Ce mode de vie-là ne permet pas de garantir un avenir enviable à nos enfants, à mes enfants que je vais rejoindre tout à l'heure, c'est très concret. Quand on parle de 2100 pour nos enfants, nos petits-enfants, c'est demain, c'est leur vie en tout cas. Et donc, on doit accepter qu'on doit prendre des mesures maintenant pour leur permettre de vivre cette vie. Et donc, c'est le parti de la responsabilité, l'UDI, qui doit, sur des bases scientifiques, factuelles, concrètes, expliquer en quoi on doit aller sur ces questions-là. Et là où, par exemple, je vais vous donner 2 ou 3 points où on n'est pas d'accord avec les Verts, c'est que les Verts ont un discours qui clive la population, qui n'entraîne pas.
Si je prends l'exemple de la viande, la consommation de viande, oui, la question de l'élevage, notamment bovin, peut poser un problème climatique dans le sens où on le sait, entre la consommation d'eau, la consommation de blé, le transport, la surproduction de viande bovine pose un problème, c'est vrai. Par contre, de là à dire qu'il faut que tout le monde devienne vegan, c'est là où ça ne va pas dans leur discours. Moi, j'aime la viande. J'aime la viande, j'aime manger une entrecôte, c'est pas un sujet. Par contre, j'ai pris conscience qu'il allait falloir maintenant consommer différemment la viande, pour ces raisons-là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut ne pas être dans les dogmatismes. J'aurais pu prendre aussi un autre problème. Les écologistes ne parlent pas que d'écologie au final, et c'est là où ça clive. Quand on nous explique que quand on est écologiste, on doit être pour l'écriture inclusive, bah, ça marche pas. Quand on nous explique que quand on est écologiste, on ne doit pas avoir un sapin de Noël chez nous, ça marche pas. Et c'est là que l'UDI doit tenir un discours responsable qui puisse être audible par l'ensemble de la population. Je suis désolé pour ce tunnel, mais je pouvais pas faire autrement. Merci beaucoup Aurélien. Donc je te libère, je te laisse aller t'occuper de ta petite famille. Voilà, merci beaucoup Aurélien en tout cas. Alors, est-ce que Christelle est arrivée? Bon, très bien. Ben, écoutez, je ne sais pas du tout ce qui se passe avec Christelle. Favita qui a apparemment des petits problèmes techniques. Donc, je vais vous présenter Alexis Quentin. Alexis qui est un militant UDI et qui est ingénieur dans le domaine de l'énergie. Alors, justement, puisque à l'UDI, on parle beaucoup de science quand on parle d'écologie pour trouver donc des solutions de remplacement qui peuvent favoriser une transition. Je voulais savoir déjà dans un premier temps ce que vous pensiez des accords de Paris et de leur mise en place. Très bien, bonjour Martine, merci de me donner la parole. Tout d'abord, mes félicitations à Jean-Christophe Lagarde pour sa réélection. Et pour corriger ce que disait Eric tout à l'heure, je ne suis pas spécialiste de l'hydrogène, mais c'est un sujet qui m'intéresse comme beaucoup d'autres dès qu'on touche à l'énergie. Alors, pour revenir sur les accords de Paris, si on refait un petit peu d'histoire, les accords de Paris, ce sont les accords qui font suite à la COP21 qui avait été organisée il y a quelques années, qui est les accords de Paris, qui sont le premier accord international contraignant qui pousse les différents États à limiter et à baisser leurs émissions de manière à ne pas dépasser les 2 degrés de réchauffement global, les 2 degrés dont parlait Aurélien juste avant moi, et autant que faire se peut, les limiter à 1,5 degré en 2100. Voilà, la base des accords de Paris, c'est ça. Quasiment tous les États du monde l'ont signé. C'est une excellente chose. Et pour réussir cet objectif, il y a plusieurs points importants. Donc, tout d'abord, un désinvestissement dans les énergies fossiles. On n'y est pas encore aujourd'hui, malheureusement. Et l'atteinte à terme de la neutralité carbone. Neutralité carbone qui est un objectif de la France pour 2050. Objectif ambitieux, ceci étant. Donc, chaque État parti au traité, c'est un traité international, doit mettre en place un plan d'action. Donc, en France, par exemple, ce plan-là, ça passe par la stratégie nationale bas carbone, qui, comme j'ai dit tout de suite, avait une visée de neutralité carbone en 2050. Et il faut savoir que en 2023, sera fait un premier bilan au niveau mondial de tout ce qui a été fait, de tous les plans d'action qui ont été proposés par les États, et avec un bilan qui doit être refait tous les 5 ans. Tous les 5 ans pour voir où ça en est et pourquoi pas lors des COP suivantes, va proposer des actions correctives, peut-être demander un peu plus d'action, un peu plus de fermeté dans la manière dont les États mettent en place les plans qui sont proposés. Alors, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'en 2002, Jacques Chirac avait dit cette phrase dont on se souvient tous, la maison brûle, mais nous regardons ailleurs. Voilà. Donc, une dizaine d'années plus tard, les États ont enfin vu l'incendie qui brûlait sur la planète, ont décidé de s'y atteler. Maintenant, il faut s'y mettre. C'est plus qu'urgent. Je suis totalement en phase avec ce que disait Aurélien juste avant. Cependant, les éléments qu'on a aujourd'hui, donc que ce soit les rapports du Haut Conseil pour le climat, ou même un jugement dernièrement du Conseil d'État qui mettait l'État en demeure d'en faire plus pour le climat, nous laisse à croire que ces actions
qu'on a en France aujourd'hui ne sont pas pour l'instant à la hauteur des engagements qui ont été pris par la France. Et je pense que quand un État signe un traité, s'engage à quelque chose, c'est important, ne serait-ce que pour montrer l'exemple, de tenir ses engagements. Oui, alors j'avais une deuxième, j'avais encore plusieurs questions, mais donc la deuxième justement, c'était venant de quelqu'un qui a une vision ingéniérique des solutions futures. Quelles seront les prochaines énergies, les énergies qu'on va utiliser demain, et quelle sera la place de l'hydrogène et dans quelles conditions de production? D'accord. Alors sur les énergies de demain, ce qui est, à mon sens, important et primordial, c'est que ce ne soit pas le pétrole, qui est aujourd'hui la première source d'énergie dans le monde, hein, que ce soit pour l'essence qu'on met dans notre voiture, pour produire de l'électricité dans encore beaucoup de pays, ce qui n'est pas le cas en France, fort heureusement, ou tout simplement pour le chauffage via des chaudières au fioul, par exemple, qui sont les dérivés du pétrole. Donc je pense que la première chose à faire pour les énergies de demain, c'est que ce ne soit pas le pétrole. Ouais. Maintenant, quand on part de là, on a dit beaucoup de choses, mais on ne sait pas par quoi on remplace. Mon avis personnel, c'est qu'il faudra aller, et c'est un peu la politique française qui met en place, sur une électrification de plus en plus des usages. Donc, ce soit, voilà, on sait que les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre en France, ce sont les transports, le logement, l'agriculture et l'industrie. Et la production d'électricité derrière, parce qu'on a la chance en France d'avoir une électricité très peu carbonée, et je pense que c'est un atout sur lequel on doit se baser, j'y reviendrai pour l'hydrogène tout à l'heure, et qu'il faut le plus possible électrifier les usages. Donc ça passe par une électrification des transports, mais aussi en plus d'électrifier les usages, il faut pouvoir évoluer, alors c'est Emmanuel Charpentier qui disait ça, notre prix Nobel de chimie, qu'il faut pouvoir évoluer avec les technologies disponibles. Donc elle parlait de la méthode qu'elle a mise au point, la méthode CRISPR en génie génétique, mais de manière plus générale, pour évoluer avec les technologies qui nous permettent de consommer moins. Donc ça peut passer, alors je vais peut-être dire un gros mot, mais dans le domaine de l'agriculture, par du génie génétique et peut-être même des organismes génétiquement modifiés qui permettraient de se passer de choses qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, mais dans l'autre secteur, ça veut dire aussi, pour l'électricité, utiliser du nucléaire, peut-être revenir sur cet objectif de fermeture de centrales ou de part d'électricité à 50% de l'électricité, parce qu'on est sur une technologie qu'on connaît, qu'on maîtrise, quoi que puissent en dire les opposants, et qui est aujourd'hui, qui est très peu carbonée. Donc après, en dehors de l'électricité, parce que l'électricité ne pourra pas tout faire, il y aura forcément d'autres types d'énergie. Donc je pense à du gaz, par exemple. Donc il y aura toujours besoin d'un petit peu de gaz. Donc faire en sorte que ce gaz soit le plus propre possible, entre guillemets. Donc ça peut passer par du biogaz. Donc ça implique aussi une synergie avec l'agriculture, parce que c'est quelque chose qui dépend beaucoup de l'agriculture, mais aussi d'autres procédés technologiques comme la capture et le stockage de carbone. Des sujets sur lesquels travaillent énormément de chercheurs aujourd'hui en France et dans le monde, et l'hydrogène dont je vais parler maintenant. Alors l'hydrogène, c'est un atome, c'est une molécule, c'est un gaz qui existe aujourd'hui à l'état naturel, qu'on connaît depuis longtemps. Le terme hydrogène a été forgé il y a plusieurs siècles, parce que c'est un des composants de l'eau avec l'oxygène, et vraiment dans la nature. Et depuis quelques années, on voit de plus en plus des applications de l'hydrogène arriver, notamment sur les transports. Le souhait aussi d'utiliser l'hydrogène pour stocker l'énergie produite en surplus des énergies renouvelables que j'ai appelées intermittentes, comme l'éolien ou le solaire photovoltaïque, avec pour but que quand ces types de production d'électricité produisent de l'énergie là où on n'en a pas besoin, qu'on utilise ce surplus d'énergie pour aussi produire de l'hydrogène qu'on pourra réutiliser après. Au niveau européen, si on regarde un peu plus global, parce que n'oublions pas que l'UDI, c'est aussi partie de l'Europe, le New Green Deal mis en place par la Commission von der Leyen a changé aussi la donne concernant les investissements publics, et tous les grands acteurs industriels. Donc en France, on peut citer Air Liquide, on peut citer Total aussi, qui investit dans ce domaine, EDF également, et des académiques comme l'IFPEN, l'ex-Institut français du pétrole, qui a entamé une vraie transition, un vrai changement de paradigme sur sa manière, sur les sujets sur lesquels il travaille. Le CEA également sont lancés sur le sujet. Et c'est un sujet qui intéresse aussi les institutions publiques, parce qu'on a vu que l'Académie des technologies
L'an dernier, l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, a rendu des notes, des rapports sur le sujet il y a quelques semaines, qui se sont penchés sur la question. Et l'UDI a déjà réfléchi, parce que j'ai eu le privilège de co-animer avec Éric Roux, secrétaire national à l'énergie, une table ronde sur le sujet avec des acteurs industriels et académiques. Donc de manière générale, pour synthétiser, on peut dire que l'hydrogène, ça va jouer un rôle clé, je pense, dans la transition écologique, mais pas forcément dans les secteurs où aujourd'hui on en parle le plus. C'est-à-dire dans les transports? De mon point de vue, on en parle aujourd'hui, ce dont on en parle le plus, c'est pour le stockage de l'énergie. C'est aussi pour ça qu'il est beaucoup mis en avant. Moi, mon avis personnel, c'est que ce sera beaucoup plus sur les transports. Donc, pour les avions, notamment. Lourde. Alors, l'avion, mais je pense beaucoup plus au train. Oui. Parce qu'on a encore des lignes qui ne sont pas électrifiées en France. Donc, quand je parle d'électrification des usages, ça peut aussi être l'électrification de certaines lignes de chemin de fer, mais ça ne vaut pas forcément le coup pour toutes. Donc, ça peut être des trains à hydrogène qui fonctionnent avec différents types de moteurs. Ça peut être ce qu'on appelle des piles à combustible, donc qui sont des moteurs électriques où l'électricité est fabriquée à partir de l'hydrogène, ou des moteurs à combustion plus classiques, mais au lieu d'utiliser du gasoil, on utilisera un carburant à base d'hydrogène. Il y a déjà des modèles expérimentaux qui commencent à sortir dessus. Donc, je pense plutôt au transport, à l'industrie, et en industrie, je pense en particulier à l'agriculture, où l'hydrogène est utilisé pour produire des engrais. Donc, on en utilise déjà beaucoup aujourd'hui, et je pense que ça va être aussi un grand champ d'application. Après, il faut bien se rendre compte que l'objectif principal concernant l'hydrogène, c'est qu'il soit le plus décarboné possible. Donc, c'est pour ça que les méthodes qui aujourd'hui sont plus le vent en poupe, c'est principalement l'électrolyse, donc qui consiste à utiliser l'électricité pour casser les molécules d'eau, récupérer l'hydrogène et l'oxygène d'un côté. Mais il ne faut pas aussi oublier certaines méthodes comme le vaporéformage, donc c'est-à-dire qu'on utilise du gaz, aujourd'hui du gaz fossile, mais qui pourrait être peut-être du biogaz ou d'autres types de gaz demain, mais auquel on accole un procédé de capture et stockage de carbone, donc qui permet de capter et stocker le carbone qui a été produit par cette méthode pour décarboner la production d'hydrogène. Si on regarde la note de l'OPEX justement sur le sujet, ce sont deux méthodes qui sont aujourd'hui industrialisées, qui permettraient d'avoir l'hydrogène le plus bas carbone possible. Mais pour pouvoir du coup produire tout cet hydrogène qu'on utilisera, je pense, en grande quantité, qu'on pourra même exporter, ça peut être un vrai atout économique pour le pays. Il faut pouvoir avoir toutes les sources de production d'électricité. Je pense à l'hydraulique, au nucléaire, des sources de production bas carbone et pilotables. Merci pour ces explications et puis cette vision qui change un peu, qui nous permet d'ouvrir notre esprit vers d'autres possibilités, justement. Est-ce que, quel est le rôle que tu envisages pour l'UDI? Quelle est la place qu'on doit prendre dans cette transition? Puisqu'on sait qu'il y a certains sujets qui sont pas du tout portés finalement par écologie les verts, comme la gestion des déchets, l'économie circulaire. Il y a beaucoup de sujets en fait que nous on porte et qui ne sont pas forcément portés dans les parties dites écologie. Donc par rapport à l'énergie, est-ce que tu as une mesure ou un résumé vraiment de ce que les élus, qui eux ne sont pas tous ingénieurs, peuvent essayer de porter dans leur collectivité locale? Oui. La dernière question qu'on a un peu pris par là. Alors, j'ai tâché d'aller vite parce qu'on déborde déjà un petit peu sur l'horaire. Aurélien, on l'a déjà parlé juste avant. Je pense que lire au moins le rapport du GIEC aux décideurs est pour moi un prérequis. Après, je vais reprendre ce que dit l'UDI, étant le parti de l'Europe des territoires et de l'écologie pour résumer ma pensée. Je pense que l'Europe a un énorme rôle à jouer parce que ça reste une grande puissance économique, une puissance qui peut et qui doit avoir plus d'influence qu'elle n'en a maintenant. Et on peut penser par exemple à une vraie taxe carbone au niveau européen, qui permettent de faire en sorte que les produits qui sont produits à l'étranger, qui ont une empreinte carbone plus importante, soient plus taxés pour plus encourager la consommation de produits plus décarbonés. Donc ça, c'est un exemple pour le côté européen. Pour la partie territoire, je vais paraphraser aussi ce qui était dit dans une des tables rondes précédentes, c'est qu'aujourd'hui, la politique énergétique joue beaucoup sur la déconcentration.
savoir que les ordres viennent de Paris, mais sont déconcentrés, notamment au niveau des préfectures. Je pense qu'on pourrait beaucoup jouer sur la décentralisation plus que sur la déconcentration. On en a parlé d'ailleurs dans la table ronde précédente. Et ça vient ici, parce que si on prend l'exemple du parc éolien offshore en Bretagne à Saint-Brieuc, on voit qu'il y a une forte opposition locale. Et je pense que le fait de pouvoir construire en partant de ce qui vient de la base, des élus locaux, des habitants et par exemple, pour l'exemple du parc offshore des pêcheurs, pouvoir construire avec eux des solutions qui permettent d'atteindre les objectifs, mais qui soient beaucoup plus acceptés par la population, et ce qui permet d'avoir donc une acceptabilité sociale ce qui est très important, effectivement. Très important, parce qu'il faut se souvenir que le développement durable est basé sur 3 piliers, économique, environnemental et social, et qu'on oublie souvent, de plus en plus souvent, ce dernier pilier. Ouais. Et puis, sur la partie écologique, comme l'a dit Aurélien, remettre un peu la science au centre des débats, donc via le GIEC, mais il y a d'autres scientifiques. Oui, dans bien d'autres domaines, oui. Alors, pas pour aller faire du scientisme, parce que c'est pas le rôle des scientifiques de décider ce qu'on va faire, mais ça permet d'avoir un état de l'art, un état des connaissances, des faits, avoir un certain nombre de propositions qui sont faites, mais qu'au final, ce soit aux politiques de décider, mais que le politique puisse s'appuyer sur les faits et les résultats scientifiques pour ce faire. Merci beaucoup, Alexis, pour cette intervention très enrichissante. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de tout ça. Je vais passer la parole maintenant à Jean-Philippe Dugoin-Clément, qui est donc maire de Ménécy, mais qui est aussi vice-président de la région Île-de-France chargé de l'écologie et secrétaire national UDI délégué à l'écologie. Jean-Philippe, nous avions convenu que tu nous expliques ce qu'était le ZAN pour commencer ton intervention et comment il pouvait être mis en place et s'articuler dans une région en développement avec une démographie qui ne cessait de s'accroître. Voilà, Jean-Philippe, c'est à toi. Et merci pour ta bonjour. C'est moi qui te remercie, Martine, pour l'animation de cette table. Bonjour à toutes et à tous pour un congrès qui est un grand moment, un premier congrès dématérialisé, une réélection de notre président avec un score qui ferait pâlir de jalousie beaucoup d'autres présidents de parti. Donc, beaucoup de plaisir d'être ici. Alors, parler du ZAN, déjà, qu'est-ce que c'est? Parce qu'aujourd'hui, on parle tous de sigles, mais derrière des sigles, ça représente quoi? Le ZAN, au fond, c'est le zéro artificialisation net. C'est-à-dire, c'est ce que nous souhaitons porter aujourd'hui. C'est un terme qu'on entend beaucoup de ci, de là, concernant la limitation de l'expansion urbaine et au fond, la logique de préserver un espace suffisant de terres naturelles, de terres agricoles, d'espaces forestiers. Alors, parler du zéro artificialisation net, déjà, il faut bien faire la césure entre ce que nous portons et ce que portent un certain nombre d'extrémistes que d'aucuns qualifient de Khmer vert. Toute la différence porte entre le net ou le non-net. Aujourd'hui, tout un courant de pensée récessiste, malthusien, prône le zéro artificialisation, c'est-à-dire le fait de dire on ne se développe plus, on ne crée plus rien. Ce que nous portons et que nous assumons, c'est le zéro artificialisation net, c'est-à-dire de dire le jour où il y a des secteurs qui sont aménagés, parce qu'il y a des besoins, il y a des êtres humains qui vivent, eh bien on va compenser la réalité à l'échelle d'un pays. Une région comme l'Île-de-France croît de manière permanente, démographiquement, économiquement. Nous prenons en moyenne 51 à 52 000 habitants par an de plus. Dans le même temps, des régions décroissent. À l'intérieur de l'Île-de-France, certains secteurs sont beaucoup plus en tension que d'autres. Et donc, la question est de compenser systématiquement les aménagements qui vont être portés. Alors, pour pouvoir le faire, c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile dans des régions ou dans des secteurs qui sont en perte de démographie, dans des secteurs qui sont en croissance démographique où mécaniquement, eh bien, il faut bien avoir une politique d'aménagement durable pour pouvoir apporter un toit à des êtres humains, pour pouvoir leur offrir des potentialités de travailler, c'est plus compliqué. Ça veut dire que c'est travailler sur un certain nombre de facteurs. C'est ce que nous portons en Île-de-France, qui fait d'ailleurs toute la différence entre nous et les Verts. Les pseudo-Verts. Les Verts, M. Bayour, en l'espèce, qui est leur secrétaire national aujourd'hui, candidat à la tête pour exercer les fonctions à la tête
de la région, est élu avec M. Chon. Il y a ça 6 ans, en Île-de-France, c'était 1300 hectares de terres naturelles qui étaient consommés annuellement. En l'espace de 5 ans, nous avons fait diminuer ces 1300 hectares à 550 hectares et nous nous engageons pour aller à 2030 vers ce zéro artificialisation nette. C'est un peu toute la différence entre ceux qui sont dans le dogmatisme, dans l'affirmation, dans la diction, dans le jugement, mais qui au fond ne font rien, et ceux qui travaillent, qui s'engagent, qui essayent tout simplement de faire avancer les choses, peut-être des fois en étant un peu moins dans l'affirmation, mais un peu plus dans le concret et la réalisation. Parler du zéro artificialisation nette, arriver à le faire, c'est tout simplement travailler sur quelques facteurs majeurs aujourd'hui. C'est travailler sur les friches. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est le recensement des friches en Île-de-France. À l'heure actuelle, nous avons recensé un peu plus de 5000 hectares de friches qui sont des friches urbaines, qui soit peuvent être renaturées pour venir compenser des aménagements, soit peuvent faire l'objet de réaménagements, de redensification. C'est quasiment 10 années de ce que nous consommons aujourd'hui qui d'ores et déjà sont recensées. Alors certaines avec des difficultés de domanialité, certaines avec des difficultés de dépollution préalable, mais on sait qu'on a cette ressource qui existe. La deuxième chose, c'est de travailler sur la modularité, l'évolutivité des logements, des bureaux, des espaces construits tout au long de leur vie. C'est travailler également sur des notions nouvelles qui permettent de gagner de l'espace. Quand on parle de coworking, on sait que l'espace nécessaire est moins important par personne. C'est travailler sur les notions de co-living, parce que c'est aussi des mutualisations de certains espaces qui, au fond, notamment dans des secteurs urbains assez denses, peuvent être assez accessoires. C'est accepter de travailler sur la transformabilité ou la multifonction d'un certain nombre, le multi-usage d'un certain nombre de lieux. Quelque chose qui me frappe, c'est quand on prend l'ensemble de nos patrimoines scolaires, pour ne prendre qu'un exemple, écoles, collèges, lycées, c'est des centaines de milliers de mètres carrés dans chaque région de bâtiments construits qui ont eu un coût, un bilan carbone, qui ont un coût pour les collectivités, un coût énergétique parce qu'on les entretient et qui pour autant, un jour sur deux, sont intégralement inutilisés. Donc je pense qu'on a un travail absolument colossal à faire sur l'usage des lieux et notamment l'usage des lieux administratifs sur lequel on peut gagner énormément sur ces sujets-là. Et puis, au-delà de ça, mais c'est un vrai sujet que Alexis évoquait quand il parlait des parcs éoliens, c'est le syndrome de NIMBY, parce qu'aujourd'hui, l'écologie, tout le monde la veut. L'environnement, tout le monde le veut. Avoir un monde respirable, un monde dépollué, un monde décarboné, un monde moins dense, un monde plus vert, tout le monde le veut. Le problème, c'est que très peu de gens sont prêts à faire l'effort pour eux. Ou pour eux, à partir du moment où ça a un impact négatif. C'est la question, effectivement, est-ce que, enfin, on veut une énergie décarbonée, mais est-ce qu'on est prêt à avoir un parc éolien, une méthanisation, du solaire à côté de chez soi on veut lutter contre l'étalement urbain, mais est-ce qu'on accepte la densification urbaine que cela suppose ? Est-ce que l'on accepte, pour accepter de préserver des terres naturelles, des champs, des forêts, de dire qu'on construit 1, 2 ou 3 étages de plus sur des secteurs déjà urbains? Et je crois que de ce point de vue-là, on a un énorme effort de travail, de pédagogie à faire qui n'est absolument plus porté par Europe Écologie Les Verts. On est quand même sur un parti qui, il y a de cela 20 ans, a porté la loi du c'est-à-dire l'obligation pour les communes d'avoir 25% de logements sociaux, d'aller se densifier, ce qui était cohérent, qui sont les mêmes aujourd'hui quand un maire applique la loi du flot, quand un maire fait l'effort sur des secteurs urbanisés pour densifier, ce qui est la logique même de préservation de l'environnement, qui sont les mêmes à les traiter de merde bétonneurs et de vouloir absolument tout gélifier. Oui, ouais, effectivement. Oui, c'est vraiment le courage politique ne s'achète pas. Oui. Alors justement, ça amène à la question suivante, justement, ce qui était de savoir ce que tu pensais des thèses écologiques récentes. J'ai vu qu'elles ne remontaient pas à plus haut que 1970, mais maintenant elles commencent à prendre corps, qui sont des thèses qui tentent à déconstruire l'humain et à opposer la nature et l'être humain. En fait, aujourd'hui, on a pu affaire à des écologistes, mais on a affaire à des trotskistes qui sont matinés d'écologie. Le mouvement écologiste qui s'est développé dans les années 70, 80, 90,
pourrait parler de gens comme Antoine Wechter, comme Brice Lalonde, comme Daniel Cohn-Bendit, comme Dominique Voynet, était un courant qui était plutôt de sensibilité de gauche, et encore pas forcément toujours autant marqué que ça, quand on prend des gens comme Brice Lalonde, mais qui était vraiment un mouvement de militants de la cause environnementale venus aux politiques pour défendre un point de vue. On se rend compte aujourd'hui, quand on prend des profils comme M. Bayou, et on pourrait en citer un certain nombre d'autres, qu'on est sur des militants politiques, en général engagés dans des causes sociétales, qui sont venus par la politique à la question environnementale. Et au fond, assez souvent, ces militants politiques aujourd'hui portent un message qui n'est pas tant un message environnemental qu'un message sociétal. Pour prendre l'exemple, je ne veux pas ici, comme on est sur un sujet national, trop centré sur l'Île-de-France, mais le groupe Europe Écologie des Verts à la région ne porte pas de sujets environnementaux. On les a sur les questions sociétales, on les a sur les questions de l'écriture inclusive, on les a sur la question de l'enseignement, on les a sur la question du rapport aux droits sociaux, mais on les a extrêmement peu sur les questions en phase de proposition, sur les questions environnementales. Enfin, ils ont même réussi à voter contre la stratégie régionale de biodiversité dans le cadre de laquelle on affirme le zéro artificialisation nette. On est au fond sur des gens aujourd'hui qui sont dans une logique de déconstruction de la société. Et d'une manière générale, quand on déconstruit quelque chose, c'est qu'on ne l'aime pas. Et c'est pour moi, au fond, la principale carence de ceux qui s'appellent les Verts aujourd'hui, qui pour leur principaux leaders nationaux n'ont plus grand-chose à voir avec les écologistes d'il y a encore 10 ans ou 15 ans. Vous savez, quand on est sur une logique de cancel culture, quand on est sur une logique de déconstruction de l'histoire, au fond, c'est qu'on n'aime pas cette histoire, c'est qu'on n'aime pas ce qu'on est. Et aujourd'hui, on est sur des militants politiques qui ont plus, en termes de logique, de déconstruire le système dans lequel on est, plutôt que de travailler à son évolution. Oui, mais merci de ce point de vue, Jean-Philippe. Comment est-ce que tu définirais les fondamentaux de l'écologie tels que l'UDI les propose et qui font la singularité de l'UDI? Pour moi, c'est exactement l'inverse de ce que propose aujourd'hui cette idéologisation d'une écologie punitive, récessive et décroissante. Je crois profondément que nous sommes un parti qui avons dans notre ADN l'humanisme, le fait de croire en l'homme, le fait de croire que l'être humain est au centre de tout. Au fond, l'environnement ou l'écologie telle que vue par les Verts, l'être humain est quelque chose, un facteur parasite, un facteur dangereux pour un écosystème, et on est même sur des logiques assez malthusiennes de vouloir ou d'imaginer une décroissance de population d'une certaine manière, parce que l'homme mettant de part ce qu'il est en péril la nature, est-ce qu'il a sa place? Moi, je crois profondément que l'homme est au centre de tout, que notre rôle en tant qu'écologiste, parce que nous sommes le parti de l'écologie, c'est d'adapter nos modes de vie pour assurer une soutenabilité, pour assurer une préservation, pour assurer un développement qui puisse continuer à se faire, mais ça n'est pas de renoncer au fait que tout doit s'organiser autour de l'homme et pas que l'homme est un facteur accessoire. Moi, je crois profondément aujourd'hui que notre parti, Jean-Christophe le disait dans son propos, mais au fond, ça doit être celui qui prône une écologie basée sur la science, sur la raison, sur la connaissance, sur le progrès, sur l'homme comme point central, et pas sur l'idéologie, pas sur la doctrine, pas sur la croyance. On n'est pas aujourd'hui dans des logiques, pour moi, on est le contraire d'un parti sectaire au sens premier du terme, où on part sur une doctrine imposée par un gourou. Non, moi je crois profondément que notre parti doit être celui qui doit être capable de dire que vouloir supprimer du jour au lendemain le nucléaire, c'est la garantie de ne pas tenir les accords de Paris en termes de réchauffement climatique. Je crois fondamentalement que notre parti doit être celui qui porte le développement de l'hydrogène. Je crois que notre parti doit être fondamentalement celui qui explique que le développement des énergies renouvelables, c'est quelque chose d'important, mais pas uniquement chez les autres, aussi chez nous. Merci beaucoup, Jean-Philippe,
pour ce tour d'horizon et puis cette hauteur de vue aussi. C'est bien de temps en temps de faire un pas de côté et de revoir les fondamentaux, de les redéfinir, surtout par rapport à ce sujet qui effectivement doit être un sujet transversal à tous les mouvements politiques, hein, comme la défense, la culture, l'éducation. Et c'est vrai que maintenant ce terme a été récupéré finalement par des personnes qui ne défendent plus l'écologie. Donc je pense que c'était en guise de conclusion de cette table ronde vraiment une analyse très pertinente de ce que nous défendons à l'UDI. Et vraiment, je te remercie. Je remercie donc tous nos intervenants. Un petit message de la part de Christelle qui vraiment regrette de ne pas pouvoir être présente. Elle a eu des problèmes techniques. Elle devait nous parler de l'écologie positive et des projets et des sujets qu'elle vit dans son territoire, puisqu'elle est conseillère départementale de Savoie et troisième adjoint à la ville de Chambéry. Et c'est que partie remise. Il faudra vraiment qu'on entende Christelle, qu'on l'écoute, et on refera. Ça sera l'occasion, peut-être avec le pôle écologie, d'organiser une conférence. Jean-Philippe, je serai à ta disposition. Voilà. Donc, je pense que voilà. Aujourd'hui, donc c'est quand même un jour de fête à l'UDI, puisque en dehors d'expérimenter le congrès virtuel, on a un président réélu avec un score admirable, et on a un parti qui est réuni avec beaucoup d'élus territoriaux, beaucoup d'idées et beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, sur beaucoup de sujets, c'est vrai que c'est beaucoup plus court que quand on fait un congrès où on a le plaisir de se rencontrer. Mais au moins, on a quand même la possibilité de communiquer tous ensemble. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Et miracle, on arrive. J'ai le son? Oui. Olivier, il faut que tu mettes le son. Je sais que ça fonctionne parce que tu étais avec nous au début. Eh bien donc, Olivier Hainaut, j'en profite parce qu'il ne se remerciera pas lui-même, donc j'en profite pour le remercier. C'est notre secrétaire général, il nous a permis d'organiser cet événement. Il a veillé à son bon déroulement du début à la fin, et le son va revenir, j'ai l'impression. C'est presque comme l'Eurovision. Et donc du coup, Olivier est un secrétaire général investi au quotidien dans le siège, et c'était un plaisir de monter cet événement avec lui, parce que pour nous, c'était une première. Voilà. Donc, si le son ne revient pas, je ne vais... Que le son revienne, je vais en profiter pour remercier toutes les équipes. On a une équipe au siège, comme l'a dit Jean-Christophe en ouverture, qui est peu nombreuse, mais chacun est mobilisé, chacun s'investit sur plein de fonctions différentes, parce que c'est un petit peu comme une PME où on essaie d'avoir l'agilité qui permet de s'entraider les uns les autres. Donc
Merci à toute l'équipe parce qu'on n'aurait pas pu faire ce premier congrès sans cette volonté de réussir parce qu'aucun d'entre eux n'est spécialiste. Merci à Olivier, je l'ai déjà dit. Alors, est-ce que j'ai le son? Je ne sais pas. Félicitations à notre président Jean-Christophe Lagarde qui est réélu, mais j'apprends que Olivier, tu as retrouvé le son. Ah, donc très bien. je m'autocoupe le sifflet. Je me suis rebranché. Et je te remercie. Non, c'est moi qui te remercie, Eric, et qui remercie toutes les équipes. Oh, je ne vais pas être très long. Il ne s'agit pas de… Je vais réajuster ma cravate. Il ne s'agit pas de conclure, bien évidemment. Il s'agit de clore ce congrès, de vous féliciter toutes et tous pour cette organisation. D'abord, féliciter Jean-Christophe, qui a été réélu triomphalement, comme vient de le dire Jean-Philippe. Féliciter les équipes et les remercier. Éric Schall, bien sûr, notre directeur général, mais aussi Franz, Alexandre et toutes les équipes qu'on a remerciées en début de ce congrès. Je pense qu'ils ont dû avoir des sueurs froides, parce qu'entre les sons, la qualité du son, la qualité des images, c'est une réussite que cette innovation, que ce congrès numérique, que ce congrès virtuel, qui est en fait réel par sa qualité. Donc nous avons un président, nous avons aussi l'esquisse d'un projet avec les tables rondes qui ont été menées en matière de décentralisation, d'Europe, d'écologie, de démocratie. Nous avons fait la preuve que nous étions un parti conquérant en état de marche, mais qu'aussi nous étions un collectif. Et je veux remercier tous les intervenants, les animateurs, et je pense que nous avons démontré la qualité des cadres, des élus de l'UDI. Il nous revient aussi de faire vivre ce collectif, de renforcer cette collégialité, parce que pendant ces 5 heures de débat, nous nous sommes enrichis les uns les autres en nous écoutant. Bien évidemment, il faudra une participation militante accrue dans d'autres formes. La forme exigeait cette participation d'un certain nombre de personnalités, mais peut-être faudra-t-il renforcer l'interactivité à d'autres moments. À mon tour, je souhaite toute réussite à nos candidats aux élections départementales et aux élections régionales. Saluer cette crédibilité de l'UDI, un parti en état de marche. Nous devons la cultiver et franchement, vous remercier toutes et tous pour votre participation, mais aussi pour votre assiduité, puisque nous avons les chiffres et nous pouvons mesurer le nombre de personnes qui non seulement étaient présents à 9 h, mais sont encore présents à 13 h et ont été tout au long de ces 5 heures d'une rare assiduité. Et encore une fois, vous féliciter pour votre engagement, parce que l'engagement politique dans cette période un peu particulière, c'est quelque chose qui est noble, qui est haut, qui est tout à fait honorable et qui est en démocratie indispensable. Qu'on soit militant, qu'on soit élu, eh bien, participer à la vie d'un parti politique, c'est quelque chose qui est indispensable et c'est en permanence être au service des autres, au service d'un pays, au service d'une cause, et ça mérite estime et considération. Voilà ce que je voulais vous dire pour conclure, en félicitant à nouveau notre président Jean-Christophe Lagarde et en remerciant encore Éric Schall et Franz et Alexandre pour cette formidable organisation, ainsi que tous les intervenants. Il est maintenant l'heure de l'apéro, l'heure du déjeuner, et je vous souhaite un bon appétit et une bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup.